Je vais donc tout de suite, si vous voulez bien, lancer la première table ronde en remerciant d'abord, comme l'a fait Frédéric, de leur présence nos participants et en appelant à me rejoindre à la tribune. Hugues Châtaignier, il est CEO d'ArcelorMittal Automotive Steel Limited en Chine. Jean-Marc Daniel, économiste et directeur de la revue Sociétale. Xavier Fontanel, ancien patron, bien sûr, tout le monde le sait, d'Essilor International. Laurent Guez, directeur délégué de la rédaction d'Enjeux les Échos, ancien patron de l'usine Nouvelle. Et Pierre Weltz, sociologue, spécialiste des territoires, mais aussi de l'organisation des entreprises. Merci encore donc à tous d'être là. On va éclairer ce sujet de l'image de l'usine. Alors on a choisi un titre un peu cuistre pour cette table ronde. Donc là ça s'appelle Hommes et usines, des rapports essentiellement subjectifs. Donc on ne savait pas encore à l'époque, quand on a choisi ce titre, que Luc Ferry serait là. J'espère qu'il nous pardonnera cette formulation qui est sans doute, encore une fois, probablement un peu contestable. Mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire, les hommes et les usines, c'est des rapports compliqués qui changent dans le temps, qui dépendent du point de vue duquel on se place, qui changent dans l'espace. Et c'est justement sur cette variété de points de vue que je vous propose qu'on commence ce débat avec un petit film qui restitue un sondage. Alors moi, je trouve ça très bien qu'on ait lancé ce sondage qui a été fait au milieu de cette année, un sondage comparatif sur l'image de l'usine en France. C'est important, mais là, on a déjà un certain nombre de choses en tête les uns et les autres, mais aussi aux États-Unis et aussi en Chine. On a interrogé la population française, la population chinoise, la population américaine, évidemment, sondage représentatif, etc. Et vous allez voir que les résultats sont assez intéressants, un peu attendus à certains égards, assez inattendus à d'autres. Je vous laisse découvrir tout de suite ce petit film. Beaucoup de choses dans ce sondage. On retient évidemment des choses qu'on savait déjà. Je parlais tout à l'heure par exemple de relatif pessimisme des Français, mais il y a des choses spécifiques qui s'appliquent à l'industrie sur lesquelles je pensais intéressant qu'on revienne. On voit en particulier que les Français ont l'impression de ne pas être suffisamment informés sur l'industrie et sur les usines. Bon, notre réunion d'aujourd'hui vise à pourvoir un peu à cette question et puis toutes les actions
de FIV dans cette matière. Je vais faire un tour de table maintenant, si vous voulez bien, en vous demandant à chacun un peu de réagir, à chacun à sa manière à ce sondage, en commençant peut-être avec vous, Hugues Châtaignier. Alors bon, je pense que vous qui vivez en Chine, qui avez vécu dans pas mal de pays du monde, ça doit vous faire réagir. Je rappelais tout à l'heure, vous êtes CEO d'ArcelorMittal Automotive Steel en Chine. Vous êtes à cheval entre la Chine et l'Inde, en fait. Vous êtes principalement en Chine, si je comprends bien. Vous êtes un praticien, un homme de terrain. Vous voyez tous les jours l'opinion chinoise réagir avec un terrain qui n'est évidemment pas du tout le même, celui qu'on connaît, des usines qui poussent comme des champignons. Est-ce que vous vous êtes reconnu, est-ce que vous avez reconnu ce que vous connaissez de la Chine dans ce sondage comparatif et en particulier sur la partie chinoise, Hugues? Il est important de bien situer la population chinoise dont on parle. Puisque la perception de l'usine par les Chinois, vous avez le migrant de l'intérieur, vous avez l'ouvrier local, vous avez les catégories intermédiaires, vous avez les catégories supérieures. Donc je crois qu'il faut segmenter. Et pour ce qui est des migrants de l'intérieur, leur perception de l'usine n'existe pas. Ces gens-là rejoignent un clan, c'est-à-dire qu'ils sont rassemblés par ethnie d'origine. Et encore aujourd'hui, ils se rassemblent eux-mêmes en fait. 80% des migrants en fait sont recrutés par des réseaux provinciaux. Voilà. Donc voilà. Pour ils sont moins à l'usine. Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils sont moins à l'usine, choisis comme endroit où on va travailler et prospérer, que dans le clan et dans leur ethnie et dans leur géographie d'origine déplacée. C'est un peu ça l'idée. Très exactement. Ensuite, les ouvriers locaux, est-ce un cliché de dire encore aujourd'hui que la perception de l'ouvrier local, l'usine est une grande famille? Le directeur est le chef de famille et les ouvriers sont les enfants. C'est encore c'est la représentation classique un peu. Oui, oui. Et après, la perception de l'usine et notamment la dimension sociale de l'usine, protection de l'environnement, innovation, diffère selon si le management a à cœur de protéger ses équipes. Alors, ce qu'on voyait, c'est que les Chinois sont presque optimistes là-dessus, y compris sur le sujet de l'amélioration de la performance environnementale. Vous me direz qu'on part peut-être de tellement bas. Pardonnez-moi, Monsieur Manier, on peut citer deux exemples. Vous avez un exemple vertueux qui s'appelle Haier, grande entreprise de produits blancs. Vous avez un exemple non vertueux, dont on parle beaucoup dans la presse internationale, c'est Foxconn. Et donc, il y a tout un spectre des possibles. Alors, quand on a préparé cette réunion, vous me disiez aussi quelque chose que je dois dire, je découvrais un peu, c'est que beaucoup de gens en Chine, c'est particulier, hein, font des usines non pas pour produire quoi que ce soit, mais pour faire un coût immobilier, enfin un coût foncier. C'est-à-dire que si on obtient la constructibilité d'un terrain et qu'on y colle une usine, on n'a dans le fond pas tellement besoin qu'elle tienne plus de 5 ou 6 ans. L'idée, c'est que le terrain vaudra plus cher parce qu'il sera classé terrain industriel. C'est à peu près ça que vous me disiez, n'est-ce pas ? Oui, je vous le disais au téléphone. Là, peut-être que la NSA nous écoute et je serai un peu moins direct. Forcément. Donc, si on disait plus rien au motif que la NSA nous écoute, on serait embêté quand même. Hein. Non, mais je dois rentrer en Chine demain. Je voudrais pas que. C'est une contrariété, ça. D'accord. Non, mais j'aimerais revenir sur ce point tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas, et poursuivre avec les catégories intermédiaires et catégories supérieures, leur perception. Dites-nous. Pour la catégorie supérieure, c'est une évidence. Le diplôme est très important et définit encore le parcours, sauf accident, comme en France. de l'individu. C'est un peu comme en France. Le point 2, très important à noter, pour ces catégories-là, c'est évidemment la volonté politique du gouvernement du Go West, donc politique industrielle du Go West, est une menace et aussi une opportunité. Menace pourquoi? Puisque les cadres qui vivent dans la région littorale et dans les villes de rang 1, Pékin, Shanghai ou autres villes littorales, ne conçoivent pas de retourner dans les villes de rang 2, rang 3 de l'intérieur. C'est perçu comme un déclassement. Mais ça peut être aussi une opportunité puisqu'on observe de plus en plus que avec cette délocalisation,
les usines tendent à adopter des fondamentaux, des bons fondamentaux. Qu'est-ce que j'entends par bons fondamentaux? C'est-à-dire des processus managériaux assez proches des standards, de nos standards. Et c'est un bon moyen pour attirer les talents. Donc, menaces et opportunités. Très bien. Ce qu'on voyait dans le sondage, c'est quand même qu'il y a une sorte d'amour des usines en Chine qu'on ne retrouve plus nulle part. Et c'est assez paradoxal parce que même s'il y a certainement des usines formidables, voire peut-être modèles en Chine ici et là, c'est quand même pas la majorité de l'espèce pour paraphraser Audiard, parlant des poissons volants. La plupart des usines sont quand même un peu plus inquiétantes que nos usines à nous là-bas. Et cependant, on a l'impression qu'elles sont plus aimées des Chinois que nos usines ou celles des Américains ne sont aimées des Français ou des Américains respectivement. Qu'est-ce qui, selon vous, motive cet amour des usines en Chine alors qu'elles semblent moins aimables vues d'ici? Peut-être tout simplement c'est une manière c'est l'ascension sociale qui passe par l'usine. Comment décryptez-vous cet intérêt, cette affection pour les usines des Chinois? Si on regarde la situation de la Chine ces 20 dernières années, très clairement l'industrialisation rapide a causé beaucoup de dégâts à l'environnement. Néanmoins, le progrès humain qu'elle a généré est tangible. Donc pour les gens, l'usine, c'est un moyen de s'élever socialement. Bien sûr, on le voit à Shanghai, on le voit à Pékin, on le voit dans les villes de rang 2 et de rang 3 aujourd'hui. C'est évident. Un petit mot, on considère que la NSC ne nous écoute pas, un petit mot quand même sur les motivations des industriels. Il ne s'agit pas de porter de jugement, simplement c'est vrai que c'est une observation que je trouve intéressante. Il y a des industriels évidemment, à commencer j'allais dire par les grands industriels. Je pense que quand Arcelor s'installe en Chine, c'est pas pour faire un coup immobilier et rester 5 minutes. En revanche, ça existe des gens qui font de l'industrie pour des raisons de spéculation. Et donc peut-être c'est important d'en dire un mot, même si ce n'est pas encore une fois complètement général, mais je veux dire, j'ai découvert ce phénomène. Ça justifie peut-être qu'un certain nombre de gens voient des usines qui ne sont pas des usines destinées à durer et que le paysage industriel chinois soit un peu différent. Je veux dire, je l'ignorais, j'imagine qu'un certain nombre de gens l'ignorent dans la salle. Pour ma part, je suis convaincu que ce genre de comportement va disparaître. Oui. Il va disparaître pourquoi tout d'abord, les entrepreneurs qui sont sous la coupe des petits barons locaux, ça va disparaître. Très clairement, aujourd'hui, on note, et je reviens sur les processus managériaux, on peut classer les entreprises chinoises en deux catégories. Celles qui sont dans l'acquisition donc des processus managériaux donc, du must-have, et celles qui sont dans le nice to have. Encore aujourd'hui, 70% sont dans le must have. D'accord ? Mais nous sommes convaincus, ArcelorMittal, d'autres grands industriels, que les entreprises vertueuses, l'exemple que je citais tout à l'heure, protection de l'environnement, volet social, innovation, vont gagner. Parce que la concurrence entre employeurs va attirer les meilleurs. Il y a un élément. Je vais prendre un exemple. Si c'est juste la foi dans la méritocratie. L'environnement. On pourrait considérer que le résultat, ce sondage, il y a un peu de propagande. Néanmoins, j'aimerais partager avec vous l'exemple récent de Shanghai. Pic de pollution record. Vendredi 6 décembre, pic de pollution record, où donc ce pic de pollution est 20 fois supérieur au seuil recommandé par l'OMS. Les Chinois, classe intermédiaire, ouvriers, en prennent conscience de ce sujet. Et très clairement, les choses évoluent rapidement. Et pour revenir à ces entrepreneurs du dimanche, on va les appeler comme ça, et ces collusions bizarres, on va les appeler comme ça, entre les barons locaux et des entrepreneurs qui sont propriétaires d'assets, enfin ils sont propriétaires de foncier, ils font tout et n'importe quoi.
je pense que ces gens-là vont disparaître. Parce que justement, il y aura une pression à une amélioration du cadre de vie général des Chinois, Amélioration du y cadre compris de dans vie. un pays qui, pour dire les choses, Et ne je pense se caractérise pas et par je pense l'autonomie que de son opinion publique. Oui. Ça ne gênera pas. Et la protection de l'environnement va être un vecteur important. Merci beaucoup Hugues Châtaignier. On va continuer le tour de table alors en changeant complètement de point de vue avec Jean-Marc Daniel qui est économiste, je le disais, directeur de la revue Sociétale, chroniqueur, beaucoup de gens le connaissent, l'entendent le matin sur BFM Business. Chaque fois, il nous fait une petite pilule après le petit déjeuner. C'est lui qui nous fait réfléchir sur les impôts en nous parlant de Colbert ou sur le déficit budgétaire en nous parlant de Jules César. Donc c'est toujours un bon moment. Et je tenais vraiment à ce qu'on se comptait avec toi, à ce qu'on t'ait avec nous, pardon, Jean-Marc, ce matin, pour que tu nous remettes un peu en perspective notre réflexion sur l'image des usines et ce qu'on vient de voir dans le petit sondage, en perspective historique, j'allais dire, par rapport à l'histoire des idées, à l'histoire économique, les rapports entre les hommes et les usines, la manière dont les usines sont acceptées, désirées dans le temps. C'est intéressant peut-être à mettre en regard de ce qu'on a vu s'agissant de la comparaison dans l'espace. Oui, en s'inspirant de ce petit sondage, et si on regarde un peu dans le temps, il y a trois choses qui me frappent. La première, on vient de parler de la Chine. Il y a quand même au pouvoir en Chine un parti qui se réclame de la classe ouvrière, qui est le Parti communiste, qui se réunit sous les portraits de Karl Marx. Et c'est quand même des gens qui sont totalement disparu du sondage, de la vision que peuvent avoir les Chinois. C'est-à-dire qu'il y a une vision historique de l'usine, de la classe ouvrière, de personnage un peu messianique qu'est l'ouvrier, qui va remplir un rôle extraordinaire, un rôle qu'il ne maîtrise pas, puisque Marx explique, et puis Lénine va le reprendre, que fondamentalement l'ouvrier est un peu abruti, entre guillemets, mais il est porteur de quelque chose, et heureusement qu'il y a l'intellectuel pour le porter. Et donc ce que je trouve, c'est que finalement, on en reste toujours là, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'ouvrier, on parle beaucoup de l'usine, mais après on va assez peu dedans, c'est-à-dire on ne va pas aller la voir véritablement. La deuxième remarque que je ferai, c'est par rapport à cette usine qui fascine, qui est d'une révolution, puisqu'on parle de révolution industrielle, la grande question, la grande angoisse, c'est est-ce qu'elle va créer des emplois? Quand on regarde les Français, on leur demande est-ce que ça va créer des emplois? Mais la réponse est non, l'usine va, on est en train de disparaître sur le plan industriel et tout ça. Et donc, dans ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice, les Français voient la destruction, mais jamais la création. Et pourtant, c'est en France que quelqu'un comme Alfred Sauvy a particulièrement bien décrit ce processus de déversement. Où en permanence, les emplois se renouvellent, en permanence, les emplois se réinventent, en permanence. Et donc, il y a un processus fondamental qui est un processus un peu anxiogène, je pense, et en particulier pour les Français, c'est que dans la société avant l'industrie, avant l'usine, on savait ce qu'on allait devenir. Même il y a des sociétés où on devenait exactement la même chose que son père, c'est-à-dire dans les sociétés rurales traditionnelles. Et cette situation était doublement confortable. D'abord, on savait ce qu'on allait devenir, et puis on n'avait aucun reproche à se faire à soi-même. Dans une société de progrès, de concurrence, il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui échouent. Et celui qui échoue est en permanence en train de se poser la question de savoir pourquoi c'est moi qui ai échoué et pourquoi c'est lui qui a réussi. Alors on a inventé la sociologie pour expliquer parce que les gens qui échouent sont des victimes. Mais fondamentalement, je pense que la population moyenne n'arrive pas à se persuader qu'elle est victime, que quelque part il y a quelque chose en elle. Et donc ça, c'est une espèce de construction intellectuelle assez forte. C'est comment effectivement par rapport à ce processus d'emploi qui se régénère en permanence, comment est-ce qu'on s'adapte à ça? Et ce que je trouve intéressant, c'est que les Français semblent être les moins préparés à s'adapter à ça. Et la troisième remarque que je ferai, c'est que l'usine, effectivement, ça a introduit dans les modes de vie, ça a créé le salariat. C'est-à-dire avant l'usine, on était beaucoup payé à la tâche. Maintenant, on est payé au temps passé. Donc, il y a toute une mode d'organisation de la vie qui a changé. Et dans ce mode d'organisation de la vie qui a changé, l'usine, c'est aussi un lieu et c'est en ça que la classe ouvrière était une classe, c'est un lieu où des gens sont associés. C'est-à-dire, l'usine a été beaucoup vécue comme un lieu où les gens avaient une vie sociale, alors que dans les fonctions précédentes, on était assez relativement atomisés. Et donc, on dit d'ailleurs, on dit d'ailleurs aujourd'hui que le vrai prolétariat, ce sont les livreurs, etc., des gens qui précisément sont dépourvus de vie sociale. De vie sociale, qui n'ont plus cette... Et donc, vie sociale professionnelle. Et alors, là, tu parlais de Jules César, donc je vais conclure mon propos préliminaire sur Suétone. Il y a un endroit, dans Suétone, dans la vie des 12 Césars, il y avait Vespasien qui visite une usine, un atelier, donc évidemment, c'est toujours, il y a le romain, et puis le gars intelligent, comme d'habitude, qui ennuie tout le monde, c'est le grec. Donc le grec a inventé un moyen d'alléger la tâche des esclaves.
Et Vespasien lui dit, mais t'es complètement fou d'avoir accepté ça. Qu'est-ce qu'on va faire des gens une fois qu'on aura remplacé ces gens-là par des machines? Et donc, c'est le premier ludite. C'est le premier à critiquer le progrès technique, c'est la première critique du progrès technique. Et alors le grec qui est là, il dit, mais écoutez, ils feront autre chose. Et Vespasien lui dit, quoi? Et le grec dit, autre chose. Bon, et donc Vespasien dit, j'ai compris, j'interdis cette machine. Et donc, déjà, il y a toujours eu dans l'histoire cette espèce d'angoisse face au progrès technique. Et quand on suit ce que dit Suétone, Suétone après dit, il avait raison, parce que seraient devenus ces gens-là? Ils seraient allés dans la rue, et c'est pas qu'ils auraient été dangereux, dit Suétone, mais ils auraient été seuls. Et donc, le travail socialisé par l'usine, c'est un élément clé. Or, je pense que dans l'usine moderne, on va avoir besoin de moins en moins de travail. On va avoir de plus en plus de machines, de robots. Et un des grands enjeux, c'est comment est-ce que l'usine va continuer à être un lieu de socialisation. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement, des gens vont continuer autour de l'usine à avoir une vie sociale organisée par ce travail qui va être de moins en moins prenant. Malgré tout le mal que tu viens de dire de la sociologie en passant, je compte beaucoup sur Pierre Veltz pour nous donner quelques éléments là-dessus, parce qu'il y a réfléchi, Dieu sait, donc on peut espérer qu'il reste un peu de vie dans l'usine et non pas après l'usine. Peut-être quand même juste un point, Jean-Marc, si tu veux bien, sur effectivement ces mystères qui fait que les Français comprennent si peu Sauvy. C'est peut-être parce qu'ils comprennent assez peu Bastia aussi, c'est-à-dire qu'il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et alors, moi, il me semble qu'une des raisons pour lesquelles les usines posent problème dans l'inconscient collectif français, c'est qu'une usine qui ferme, ça se voit. Si le même jour, il y a le même nombre d'emplois créés dans 500 endroits en France dans les services, ça ne se voit pas. Alors je ne sais pas si nous avons une difficulté particulière, nous Français, à voir ça, et je ne vois pas pourquoi, parce que nous avons justement les mannes de Sauvy et de Bastia qui devraient nous aider à comprendre, mais enfin on a un blocage qui est ressorti à l'intuition, on voit une usine qui ferme, on ne voit pas les emplois qui se créent en face. Oui, alors l'usine est connotée négativement aussi à cause de ça. Oui, encore une fois, l'usine est toujours connotée négativement, et en plus, dans la structure du discours politique, tout homme politique qui se respecte maintenant dit ma priorité c'est l'emploi. Sachant qu'encore une fois, si c'est la priorité absolue, la Chine de Mao et non pas la Chine actuelle, ou la Chine, mais c'était un peu psychotique, mais je sais pas, les démocraties populaires des années 60, dans le plan brejnevien répressif, tout le monde avait un emploi. Donc si c'est ça le modèle, si c'est ça l'objectif d'une société, le plein emploi, on sait qu'on peut y arriver. Or je pense que c'est pas ça le but d'une société. Et donc il y a un discours qui est un discours sur l'emploi qui meurt, l'emploi qui se détruit, l'angoisse autour de ça. Et je suis tout à fait d'accord, on ne voit jamais les succès, les réussites de l'emploi qui naît, les nouveaux types de métiers. Alors de temps en temps, de façon anecdotique, on voit un personnage étrange à la télévision qui vient vous raconter qu'il a créé une entreprise. On le regarde, qu'est-ce que c'est, d'où il sort. Mais quand on vous dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'emploi, par exemple, on voit les entreprises américaines qui s'en vont, donc la General Motors qui quitte Peugeot, mais on ne voit pas que Google, quand il a à choisir un endroit pour s'installer en Europe, choisit Paris. C'est-à-dire que, on voit, alors, deux dernières réflexions par rapport à ça. Il y a quand même, quand la Poste veut faire un poisson d'avril, ils annoncent qu'ils vont livrer leurs colis par des drones. Ça, c'est très bon. Et quand Amazon veut faire du progrès technique, ils disent nous on va le faire. Et donc, donc c'est authentique. On a un rapport je sais pas si tout le monde a vu, c'était un poisson d'avril de la Poste il y a 2 ans, je crois. La livraison par drone. Le progrès technique est devenu un poisson d'avril en France, une espèce de mécanisme. Bon, mais pourquoi? Parce qu'on ne valorise pas ça. Et là, la deuxième chose, tu parlais de Bastia, tu parlais de Sauvy. On oublie assez souvent que le premier chapitre de la richesse des nations d'Adam Smith, qui est un texte assez remarquable, décrit une usine d'épingles. Et donc, tous les historiens ont essayé... Une usine d'épingles. Et donc, son idée, c'est de démontrer que parce que les gens ont spécialisé leur travail, c'est de la défense de la division du travail, il explique que l'efficacité, c'est non seulement du progrès technique, mais c'est aussi de l'organisation et la capacité de chacun à faire la tâche pour laquelle il est le plus compétent. Et donc, c'est la division du travail. Alors tous les historiens ont cherché cette usine d'épingles et évidemment ils ne l'ont pas trouvée parce qu'elle n'existe pas. En fait, Adam Smith et bon, même les plus grands se sont adonnés à ce genre de pratique, à plagier un texte, il a pompé un texte. Et ce texte, c'est l'article clou de l'encyclopédie. Ah oui. Et donc les gens qui ont inventé la vérité de la division du travail, l'industrie, c'est des Français. Des Français, mais sur un plan théorique. Sur un plan théorique. Et puis après, les Anglais ont dit bon, ben on va vous prendre au sérieux. Le problème, c'est que dès qu'il s'agit d'être
concret. Les Français, encore une fois, ils font des poissons d'avril, et puis les Anglais disent, ben nous, on va le faire. Merci Jean-Marc. Bon, on va quand même trouver quelques notes optimistes, j'espère, au fil de nos échanges, parce qu'entre Suétone et les Français qui se laissent faire par les Anglais, c'est pas très encourageant tout ça. Xavier Fontanet, alors vous pouvez nous porter à l'optimisme parce que votre parcours est très remarquable. Donc, vous avez dirigé les chantiers Bento, mais surtout, vous avez été pendant plus de 20 ans le patron d'Essilor. Essilor, au sein duquel vous avez passé, je crois, 21 ans, c'est ça, hein? C'est quand même, ça c'est de la carrière industrielle. Vous avez dirigé cette maison, vous lui avez permis une internalisation extraordinaire, et en particulier une internalisation industrielle extraordinaire. Vous avez ouvert je ne sais combien d'usines dans je ne sais combien de pays, vous allez nous le dire. Comment avez-vous vu les résultats du sondage qu'on vient de projeter, et qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous qui alors pour le coup avez vu, pour ouvert des usines, pouvez comparer l'opinion des uns et des autres sur l'industrie et sur l'usine? Oui, je voudrais rebondir sur Bastia, parce que Bastia. on va revenir à ça. J'adore Bastia, et Bastia est merveilleux, assez Bastia. connu, et si on voit pas. Alors moi, quand j'ai regardé les sondages, j'ai pensé aux journalistes, j'ai pensé aux médias. Si vous voulez, en fait, effectivement, les métiers ont des cycles de vie, et donc quand ils descendent, c'est qu'ils sont en fin de cycle de vie. En général, ils sont concentrés. Donc en général, vous avez une très grosse usine. Et voilà. Et donc pour un journaliste, c'est extrêmement facile d'aller voir la grosse usine qui tombe, et puis ça fait du spectaculaire. Hein. Puis comme le français est un peu morbide, il va se délecter de ce côté spectaculaire. Évidemment, c'est très difficile d'aller voir toutes les petites pousses qui partout grandissent, parce que ça, c'est des toutes petites boîtes qu'il faut aller chercher partout. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Exactement. Et donc je pense que ça interpelle beaucoup les médias, parce qu'on s'est amusé en France. La grande différence, c'est que les médias dézinguent. On a dézingué l'entreprise parce qu'il y a un côté communiste et jaloux chez nous, si vous voulez. Et donc, évidemment, on est en train de payer tout ça. Et donc, je pense que pour les médias, il y a un énorme travail de reconquérir. Alors, Laurent est de On ceux en parlera d'usine tout à nouvelle. l'heure avec Laurent, bien donc sûr. c'est oui. vraiment, c'est à toujours travailler, donc ça ne s'adresse pas à Laurent. Mais il y a un vrai travail de reconquête, si vous voulez, de montrer qu'une industrie, c'est formidable. Alors, Essilor a toujours voulu, et une usine, c'est très beau, Essilor a toujours été pour l'industrie. C'est-à-dire qu'à l'époque où Alcatel parlait d'entreprise sans usine, nous, on a considéré qu'une usine, c'est absolument magnifique. Alors, je ne vais pas vous À la décrire limite, parce vous que auriez plaidé pour les usines sans entreprise, tellement vous les aimez. oui, oui. je pleure de beauté. Si vous voyez une usine, vous avez des machines, vous avez vrai. des process industriels. Bon, ces process industriels, c'est l'accumulation de centaines d'années d'expérience, de la moindre machine-outil, le moindre outil était quelque chose d'absolument admirable. Il faut apprendre aux enfants à comprendre que même un moteur, c'est fantastique. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Hein. Exactement. Et nous-mêmes, si vous voulez, on a toujours cru dans l'industrie. Alors évidemment, ça veut dire qu'on se délocalise. On a à peu près 20 grosses usines et on a 400 usines chez Essilor. Donc on a monté un très très grand nombre. Et même une petite usine, quand vous voyez tout ce qu'il y a dedans, c'est 150 ans d'expérience qui est rassemblée. Si vous voyez par exemple actuellement en usine, on s'occupe, je sais pas, des diamants qui usinent les verres. Donc on travaille même la chimie du diamant pour améliorer. C'est absolument prodigieux. Et alors, quand vous êtes la chance qu'on a, c'est le leader mondial, c'est que le monde entier vient vous voir, tous les grands intellectuels, toutes les universités sont à nos portes pour nous aider à améliorer. Donc, c'est une aventure intellectuelle absolument extraordinaire. Et évidemment, vous parliez de la Chine, mais on pourrait dire Corée, Japon, Allemagne, Suisse, tous ces pays ont une vénération de l'entreprise et du process. Et une fierté de l'industrie. Hein. C'est une fierté. Puis alors, si vous voulez, maintenant, les usines sont très souvent mondiales. Donc, toutes nos usines, imaginez le système Essilor. C'est un jour, quand j'aurai le temps, je l'expliquerai, c'est un grand train électrique. Vous imaginez 400 usines qui produisent 1 million de verres jour, 85% est fait à l'unité, il y a 80 étapes de production, on livre tous les verres à une heure donnée, et il y a un gigantesque système informatique qui pilote tout ça. C'est à pleurer de beauté. Les jeunes, on dépense 5% de notre chiffre d'affaires en informatique, c'est autant qu'en R&D. Donc on est à la fois industrie et service. C'est-à-dire que la question que vous posez, elle est même mauvaise. Vous voyez, parce que qu'est-ce que l'industrie? C'est bien la première fois que vous auriez considéré que je posais une bonne question. Je ne suis pas surpris. Non, mais c'est bien, on va progresser à partir de mauvaises questions. Mais c'est très bien. Parce que bon, le futur, ok, c'était comme la modernité, tout ça, j'ai jamais trop vu ce que ça veut dire. Mais si vous voulez, un bel exemple, vous voyez, c'est les serveurs. Bon, les serveurs informatiques, c'est aujourd'hui les plus grosses usines du monde, c'est 10 milliards d'euros le serveur. Hein, Google, Microsoft, ils investissent 4 ou 5 serveurs par an pour Internet. Les plus grosses usines, c'est serveurs. C'est classé dans les services. Vous prenez un verre Essilor, on dit que c'est un produit. Mais pas du tout, moi je vous dis que c'est un service. Parce que la moitié, c'est de la logistique et du calcul mathématique pour faire le calcul de chaque œil, c'est de l'informatique. Vous voyez. Donc en fait, tout ça, c'est en train de changer complètement. Pour moi, la vraie définition, c'est le capital.
hein. Alors, je sais que c'est pas bien de parler de fric, mais vous voyez, en fait, pour moi, la vraie segmentation, ce sont les activités à capital par rapport aux activités qui n'ont pas de capital, hein. Donc, si du service a du capital, c'est le vrai sujet. Et donc, on en parlera plus tard, on arrive évidemment au problème d'argent, on arrive au problème de fiscalité, et donc, c'est pas le sujet, mais sans aborder ces sujets de fric, et je sais qu'à l'église, bon, c'est pas très bien parlé, mais Non, mais sans parler d'impôts, cet sans établissement parler, est désaffecté, vous pouvez y aller. on est dans l'angélisme le plus total, si vous voulez. Donc, ça pourra être les questions. Donc, on est aussi. Si là, oui, on a à peu près un capital de 18 milliards. On est 50 000 personnes. C'est 300 000 euros par personne. Le capital, c'est 300 000 euros par personne. Vous voyez. Donc, le vrai sujet, ce sont les activités à capital. Vous voyez. Et c'est là qu'il y a une dichotomie entre c'est vous, selon vous, entre. C'est le capital. Alors, comme Voilà. on n'aime pas l'argent et le fric ici, évidemment, on chasse tout ce qui est capital. Et ça, le grand danger, il est là. Il est beaucoup plus dans la conception qu'on a par rapport à l'argent. On est beaucoup plus dans les problèmes de la conception qu'on a par rapport à l'impôt. C'est ça qui est utile. Mais Xavier, parce que le vrai sujet, c'est le capital, c'est pas l'industrie. Je vous entends, et même on pourrait aller plus loin en disant que si on veut bien payer des gens dont la qualification n'est pas forcément énorme, et c'était la recette et le plaisir des usines pendant si longtemps, le mieux c'est de fixer beaucoup de capital autour d'eux, et que dans le fond, si les Français voulaient sauver le travail non qualifié, ils devraient adorer le capital. Il faut tuer mais l'ISF. la difficulté, oui, mais la difficulté, c'est que en France aussi, on sait que les usines, elles ont tendance, je parle directement, Frédéric, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, les usines, j'en ai visité pas mal dans ma vie, plus ça va, moins on voit d'opérateurs. Donc les Français, même s'ils ne connaissent pas l'usine de près, on ne voit pas. Alors, exactement, mais les Français, ils voient bien que les usines, il y a moins, donc ça crée moins de travail de leur point de vue. Sublime, on ne voit moins d'opérateurs, mais on est exactement dans Bastia, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, où sont cachés les ouvriers qu'on ne voit pas? L'histoire, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai eu la chance de suivre Essilor très longtemps et j'étais consultant au BCG à Essilor à la fusion 73. Donc, en fait, je connais l'entreprise depuis 45 ans, je la suis de très très près, soit comme consultant, soit comme opérationnel. Écoutez, l'emploi, en 40 ans, l'emploi a monté de 1% par an et il est passé de 80% ouvriers à 20% ouvriers. Alors, si vous allez en usine, vous allez voir effectivement, c'est très automatisé. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tous les ingénieurs qui sont dans les sièges. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des ingénieurs, il faut des chimistes, il faut des informaticiens, il faut des juristes, il faut des chercheurs. Et ça, vous ne les voyez pas, ils sont dans les centres de recherche. Oui, mais ce n'est pas les mêmes qualifications que les opérateurs mais d'antan. C'est formidable. Alors, on avait une jour à la Délé CGT, un jour qui était contente. Alors je lui dis, elle était contente. Alors je lui dis, mais écoutez, ça vous a troublé? Ben non, mais je lui dis, vous avez Madame Brisson, qu'est-ce qui se passe? Elle avait dit, mes filles ne seront pas ouvrières. Alors, Madame Brisson, c'est très très bien. Et pourquoi? Elles sont juristes. Alors il faut dire, Madame Brisson est très très douée, très intelligente, et ses filles sont très douées. Je lui dis, vous savez, Madame Brisson, vous allez remercier les gens d'Essilor qui, il y a 40 ans, on a délocalisé toutes les usines. Alors les usines essiloriennes, il y a 40 ans déjà, on les a envoyées aux Philippines et en Inde. Pourquoi? Parce que nos concurrents japonais, qui étaient en Philippines, cognaient l'Europe. Et si jamais on ne délocalisait pas à l'époque, on tuait tout. Pourquoi est-ce qu'on se faisait cogner? C'est parce que les clients achetaient des verres asiatiques. Donc, ce n'est pas l'usine ou le patron qui délocalise, c'est le client. Ouais. Alors, quand on n'explique pas que c'est le client, on désigne tout le monde. Donc, je pense que pour les médias, c'est très important d'expliquer que c'est nous-mêmes qui délocalisons les usines. Bon. Évidemment, on a eu tout le monde contre nous, les politiques, les intellectuels, même les religieux, je dois le dire maintenant. Bon, même les religieux disaient, écoutez, vous faites du fric, vous délocalisez, c'est un scandale. Ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on a mis nos usines, comme on l'a fait à l'époque, on a gagné de l'argent, on a reconverti, évidemment, on a eu le temps de reconvertir les ouvriers. Semant des usines en Asie, à partir de ces usines délocalisées où on traite très bien les gens, c'est grâce à ça qu'on a monté nos réseaux de distribution en Asie, puisqu'on a un premier appui. C'est grâce à ça qu'Essilor a des parts de marché plus forts en Chine qu'en France. Parce qu'il y a 40 ans, on a pris des décisions courageuses. Simplement, on a reconverti tous nos effectifs d'ouvriers. En 40 ans, les enfants d'ouvriers peuvent devenir ingénieurs. Donc, toute la pression, c'est le système éducatif, en fait. Et donc, en fait, c'est très intéressant que maintenant, on se fasse dézinguer à l'extérieur parce qu'au moins, ça pique l'orgueil et ça va leur remuer un peu les fesses. Donc c'est très très bien. Simplement, on leur a confié nos gosses et notre futur. Donc on a le droit de... Puis ils ont le monopole de l'éducation. Enfin, l'éducation privée à 18% de part de marché, mais 82%. Bon, alors donc voilà. Et donc tout ce système-là, c'est toute la société qui doit bouger. Je pense qu'en fait, il faut expliquer Schumpeter. Il faut expliquer Bastia. Donc je crois que les Bernardins, vous devriez acheter 1 millier de livres de Bastia et les distribuer ça à tout le monde. Ça ferait beaucoup de bien. Et donc en fait, c'est tout ce mouvement... Et si vous voulez, il faut expliquer aux gens que la force est dans le mouvement. Vous voyez, quand on n'a pas peur du mouvement, parce que si vous voulez, tout ça, c'est
c'est la liberté. Et ça, dans le fond, Tout ça ça donne vient de la une clé de liberté. lecture du sondage. C'est-à-dire que ceux qui Voilà. voient le mouvement, c'est les Chinois. Les Chinois le c'est-à-dire voient, que donc mais ils sont, les pauvres gars, tous les employés des Sealers, on a 10 000 employés des Sealers en Chine, pratiquement tous ceux avec qui j'ai discuté, ils ont failli mourir de faim. Ils ont connu la famine. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez? C'est un bonheur absolu, et donc on est tous des enfants gâtés par rapport à eux. Hein. Et donc je pense qu'il faut expliquer qu'on est des enfants gâtés, et en même temps, il faut expliquer que tous ces mouvements schumpeteriens, c'est des enfants de la liberté. Hein, et qu'on oublie complètement la valeur de la liberté. Moi, la chance, avec des Sealers, j'ai pu travailler dans les pays où il n'y a pas de liberté, l'Amérique de l'Est, c'est épouvantable, ça détruit l'homme. Alors, quand on vit en liberté, il faut accepter la concurrence. Bon, mais quand on a la concurrence, c'est un peu de stress. Mais moi, je préfère 100 fois le petit stress de la concurrence et du mouvement que le danger de vivre dans un pays complètement dirigé où l'État décide tout avec des flics. Voyez. Et je pense que ça, c'est des messages qu'il faut passer. Et donc, c'est très très bien de faire ces conférences. Mais je pense que les médias ont un très gros travail. Parce que, on va venir dans un instant avec Laurent Gaz. Micro, nous, on la passe. Si vous voulez, on est tous des horreurs. Et donc, vous avez une vraie responsabilité de remonter la pente. Voyez. Hugues Châtaignier, vous voulez dire un mot avant qu'on donne la parole rapidement à Pierre Veltz? Rebondir sur ce qui vient d'être dit. En Chine, le défi éducatif, comme en Europe, est énorme. Aujourd'hui, le profil de l'ingénieur, c'est un ingénieur bâtisseur. Et maintenant, c'est un nouveau profil de scientifique avec des compétences de manager, notamment en sciences sociales, qui doit émerger. Et donc c'est un défi très important, mais en Chine comme en Europe. Voilà. Très bien. On reviendra tout à l'heure aussi sur ce que disait Xavier Fautonnet, parce qu'évidemment, c'est difficile de ne pas souscrire à ce que vous dites, Xavier. En même temps, on se dit, les gens, ils sont très contents que leurs enfants puissent être ingénieurs, mais il y a tout de même toute cette partie de la population qui sait qu'elle ne peut pas accéder à des jobs suffisamment qualifiés et qui donc a besoin de ces jobs non qualifiés que vous nous avez enlevés. Vous entendez votre phrase, vous avez dit que vous êtes toute la population qui sait qu'elle. Ça ne veut rien dire, ça. Parce que, en fait, je vous taquine, je vous taquine gentiment. Attendez, on s'amuse, on se connaît depuis longtemps, vous me permettez. Là, vous voyez, une relation sadomaso où les choses sont claires, elle peut être très épanouie. Hein, d'accord, non, mais non. Populariser l'idée que tout le monde sait où il faut lutter contre ces idées. Dans tous les peuples, on sait très très bien, les Américains, les Coréens, tout ça, on sait très bien que l'entreprise, la promotion dans l'entreprise, la méritocratie, tout ça, ça permet à tout le monde de sortir. Donc je pense qu'il faut, vous voyez, quand on popularise trop l'idée de trop de gens savent qu'ils sont... Ben ça coince tout. Oui. Je crois qu'il y a un gros travail. Alors bien sûr, on ne peut pas non plus être dans le déni. On ne peut pas être dans le déni. Il y a une partie de la population qui pense qu'elle n'a pas accès à ces jobs-là. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans l'éducation. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans l'éducation et il y a un vrai sujet dans la. Finalement, les entreprises doivent faire plus de travail pour la promotion interne. Le vrai sujet, c'est toutes les castes, la technocratie. Ça, vous l'avez beaucoup fait chez Sealers. Bon, chez Sealers, on est actionnaire salarié, donc les gens progressent au mérite. Ils peuvent rentrer au conseil d'administration parce qu'ils ont du capital. Donc, je pense que l'évolution aussi des entreprises vers l'actionnaire salarié, c'est un truc. Mais on nous le désingue actuellement. Actuellement, on le désingue. Si vous voulez, le dividende après impôt, c'est plus gros que le capital. Ouais. Donc l'actionnaire salarié, il est plumé alors qu'il a investi dans sa boîte. Alors on marche dessous. Donc d'un côté, on explique qu'il faut accéder les gens au conseil d'administration, et d'un autre côté, on les plume. Et personne n'explique ça, et on ne peut même pas expliquer cette idée simple. Allez, on continue à faire tourner après cette attaque. Non, merci Xavier, puis on y reviendra. Après cette attaque, ce n'était pas évidemment le seul propos de Xavier, mais cette petite attaque en passant. Non, c'était Jean-Marc d'ailleurs contre la sociologie. La parole est à la défense. Pierre Veltz, donc sociologue, spécialiste des territoires et observateur attentif de l'organisation du travail au sein des entreprises. Alors Pierre, tu as dirigé l'école des ponts et chaussées, c'est pas tout à fait rien. Tu diriges maintenant, peut-être me repréciser parce que je me rappelle jamais. C'est comment ça s'appelle, Saclay? Il y a un nom officiel. Oui, je dirige l'établissement public de Paris-Saclay, mais on s'en fiche. Ça, on s'en fiche pas complètement. Ça, on espère bien que tu vas réussir. Ce qui est important, c'est le projet, et c'est un très grand projet. Exactement. Qui est un des projets qui montre que la France avance. Quoi. Exactement. Alors sur un mode qui est à la fois d'ailleurs celui de la recherche et celui de la production. Enfin, on espère bien qu'on réussira à combiner tout ça. Alors de Pierre Veltz, on peut lire Le Nouveau Monde Industriel. C'est un peu exigeant, mais c'est super intéressant sur l'organisation du travail et sur ce que j'appellerais les fantasmes de la productivité. En tout cas, les équivoques de ce qu'est la productivité et la manière dont les patrons ne perçoivent pas toujours la productivité pour ce qu'elle est, Pierre. Mais on va y revenir. Un regard déjà sur le sondage, sur ce regard très différent que les Chinois d'une part, les Américains et les Français d'autre part. Souvent, les Français et les Américains, c'est assez proche. Pas sur tous les critères, mais très clairement, on est sur tous les critères, nous, les plus négatifs, les plus sombres dans cette matière comme dans les autres. Pourquoi les Français n'ont-ils pas plus d'espoir dans leur industrie, plus d'amour pour elle? Je crois qu'il y a une première chose, c'est que
l'industrie est devenue quelque chose d'exotique pour les Français. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne connaissent plus. C'est mécanique d'ailleurs, puisqu'il y a de moins en moins de gens dans l'industrie. Donc l'industrie était familière au sens où les familles connaissaient. Il y a beaucoup de gens qui gravitaient autour de l'industrie dans nos petites villes, dans nos grandes villes, dans nos campagnes. Et puis aujourd'hui, comme il y a peu de gens qui travaillent dans les usines, les familles ne connaissent plus et les usines sont devenues ces espèces de boîtes qu'on voit d'ailleurs de plus en plus loin des villes et dont les gens n'ont aucune idée de ce qui s'y passe vraiment. Moi, donc ce processus qui rend les usines invisibles, je pense, c'est absolument fondamental. Les gens ne savent plus. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. En fait, on parle de ce qu'on ne connaît pas quand on parle de l'industrie. On en parle peu d'ailleurs, on en parle peu, et parce qu'on ne le connaît pas. Et du coup, on arrive à des choses extravagantes. J'ai beaucoup enseigné à des ingénieurs. J'ai d'ailleurs eu le plaisir d'en retrouver quelques-uns tout à l'heure dans cette salle qui m'ont dit qu'ils avaient choisi l'industrie et qu'ils en étaient très heureux. Et moi, ça m'a fait très chaud au cœur. Mais j'ai enseigné aussi à Sciences Po et je vais vous dire, j'ai fait un sondage un jour devant les étudiants de Sciences Po en leur demandant combien il y avait d'ouvriers en France. Alors je leur ai laissé le choix entre 60 000, 600 000 et 6 millions. Un certain nombre ont répondu 60 000. Bon, c'est à Sciences Po, vous me direz, rue Saint-Guillaume. La majorité ont répondu 600 000. C'est vous dire à quel point, parce qu'on leur avait expliqué qu'on était dans une société post-industrielle, etc. Et moi qui suis ingénieur de formation, je dois dire que 10 ans après ma sortie des écoles, j'avais toujours pas vu une usine. J'étais dans l'administration et j'ai découvert en tant que chercheur et observateur, et puis ensuite observateur très participant, consultant, etc., j'ai découvert le monde des usines. Et puisqu'on est dans la subjectivité, j'en suis tombé amoureux. Xavier Fontanet pleure de beauté quand il voit une usine. Moi, je suis tombé amoureux des usines. Parce que... Mais c'est pas le cas des étudiants en général. Non, sauf ceux qui vraiment sont rentrés dans ce monde-là et qui en général ne le regrettent pas. Parce que Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une richesse humaine extraordinaire. Et deuxièmement, et Xavier Fontanet l'a dit beaucoup mieux que moi, parce que pour moi, les usines, c'est le concentré de l'intelligence. C'est vraiment l'endroit où... Alors, c'est pas du tout l'image qu'en ont les gens, parce qu'on continue à avoir l'idée qu'au fond, les usines, c'est assez rustique, c'est répétitif, c'est mécanique. Voilà, bon, et l'intelligence, elle est là où il y a les bacs plus 8, etc. Les bacs plus 8, ils sont autour de l'usine, ils ne sont plus dans l'usine, mais l'usine reste pour moi un lieu fascinant, parce que c'est un concentré d'intelligence. On voit l'ingéniosité humaine, excusez, on voit le capital fixé, il y a toute l'intelligence extraordinaire qui est cristallisée dans les systèmes techniques, et il y a le fait que dans les usines, il s'agit de gérer des systèmes techniques qui sont aujourd'hui de plus en plus sophistiqués parce qu'ils sont intégrés, donc très puissants, mais en même temps très fragiles, et de le faire dans des contraintes, avec un système de contraintes de complexité environnementale qu'on ne retrouve pas non plus vraiment dans le monde des bureaux, parce qu'il faut être réactif, avoir la qualité, tout ça avec des temporalités extrêmement courtes. Et donc si on n'a pas... Et donc moi j'ai toujours été frappé de voir que finalement la créativité qui était nécessaire au fond de l'organisation, ce qui fait la performance dans les usines, c'est pour ça que je critique le concept de productivité dans mon bouquin, qui effectivement est un peu difficile à lire, je reconnais, je l'ai moi-même... Non, enfin, on ne lit pas forcément à la plage l'été, comme ça, mais non, alors il est très riche, je l'ai annoté. Bon, voilà. Mais c'est du boulot aussi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire il faut c'était un très bon bouquin. Non, mais si on veut pourquoi il faut qu'on soit intelligent dans les usines plus que dans les bureaux ou même dans la finance, c'est parce que sinon ça marche pas. Sinon, et du coup d'ailleurs ça a une conséquence économique que les économistes à mon avis ne relèvent pas, parce que c'est vraiment de la microéconomie, c'est que les performances, ça m'a frappé dans beaucoup d'études concrètes, c'est que les performances qu'on a d'une usine à l'autre, même si on prend des usines à peu près clones en matière de techno, sont extrêmement variables. Parce que ça dépend fondamentalement de la qualité du process et donc de la qualité de l'organisation. Et donc vous avez la même usine dans deux sites différents, il va y avoir des performances très très différentes. Alors qu'au fond, des systèmes tertiaires classiques sont beaucoup plus... Au fond, là, le modèle des économistes, au fond, une fonction de production assez linéaire, entre des inputs et des outputs, ça marche. Dans les usines, ça ne marche pas. Mais voyez, moi, je pense qu'il y a une piste, il y a une piste intéressante pour faire reconnaître l'intérêt de l'industrie. Cette piste-là n'est pas du tout explorée. Oui. On parle très peu aux gens de la densité d'intelligence qu'il y a dans une usine. Je pense que l'industriel reste un peu... le secret de ce bonheur, vous le partagez modérément, messieurs. Oui, mais... Pour vous demander.
si tu veux, par rapport je pense qu'il y a des incidences macroéconomiques aussi. C'est-à-dire que on s'imagine que la performance d'une usine, elle va être liée justement, on va la trouver assez facilement à travers la qualification des inputs, hein, le niveau de salaire, la qualification moyenne, etc. On oublie que derrière l'organisation. Et donc on peut avoir des usines extrêmement performantes avec des inputs chers. Hein, et on peut avoir des usines extrêmement peu performantes avec des inputs peu chers. Et donc ça aussi, c'est un des facteurs qui, moi, me fait croire que l'Europe, et notre beau pays en particulier, a de l'avenir dans l'industrie. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Frédéric Sanchez ce matin. Peut-être un mot quand même, Pierre, sur un sujet que tu connais bien, qui est la partie sociologie à l'intérieur de l'usine. On a beaucoup parlé du regard de l'extérieur, dans le temps, dans l'espace, selon les individus. Puis on va finir avec Laurent par évoquer évidemment le rôle des médias, qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Mais enfin, il y a tout de même aussi le regard intérieur. Alors c'est compliqué, on l'a déjà évoqué un tout petit peu. À la fois, il y avait le plaisir d'appartenir à une collectivité humaine, hein, c'est un peu la tradition ouvrière dans sa noblesse de fraternité, j'allais dire. Et puis en même temps, il y a quand même en France aussi une tradition de management modérément associatif, de taylorisme un peu hystérique et de parcellisation des tâches qui fait que par comparaison à d'autres traditions, peut-être il y a moins d'épanouissement potentiel. Enfin, j'ai cru voir des traces de ça dans ton bouquin. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur l'évolution dans le temps, peut-être, et puis la particularité en France du regard de l'opérateur et de celui qui travaille dans l'usine, sur l'industrie et sur l'usine? Je crois que là aussi, on a souvent des idées fausses. Hein. Je pense qu'il reste dans le monde industriel, dans les usines, beaucoup d'endroits où les conditions de travail sont difficiles. Il y a des résidus, parfois plus que des résidus du taylorisme. Hein. Il y a des progrès à faire. Toutes les usines, de ce point de vue-là, sont assez différentes. Mais aujourd'hui, en réalité, quand on regarde ce qui se passe, on voit que les boulots les plus durs, ceux où, au fond, les logiques tayloriennes de découpage des tâches, etc., continuent à s'appliquer, c'est plutôt dans le monde des services que dans le monde des usines. Parce que la performance, aujourd'hui, dans le monde des usines, elle passe par quoi? Elle passe par la fiabilisation de l'outil technique. Et que la fiabilisation de l'outil technique, ça ne passe pas par le taylorisme. Ça passe par la qualité de la communication entre les gens, etc. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a c'est variable d'un endroit à l'autre. Mais au fond, moi, je dis toujours, il y a un peu de... On fonctionne sur des catégories qui ne sont pas bonnes. Il y a un peu de grand monde. Il y a, moi, ce que j'appelle les activités du front, hein, c'est-à-dire toutes ces tâches qui sont en contact aujourd'hui avec le public, qui sont en contact avec les usagers, avec les clients, qui se sont énormément multipliées. Et qui sont souvent extrêmement durs. Hein, pensez aux conditions de travail, par exemple, dans le commerce, etc. Et puis, on a tout ce monde de plus en plus caché, souterrain, que moi j'appelle les activités de l'arrière, hein, et qui traversent d'ailleurs les différents secteurs, et où la nature même de la performance n'est plus du tout la même, et où le modèle, disons, des opérations routinisées, qui a été le grand modèle qui quand même nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et où il faut qu'on arrive à mettre en place et se mettre en place d'autres modèles de travail. Si tu veux, je termine par un autre point qui me paraît très important. C'est qu'on a parlé d'environnement, on a parlé de qualité de l'environnement dans l'usine, de qualité des conditions de travail. On parle toujours des conditions de travail, on parle de la qualité de la vie au travail. Mais je pense qu'on fait fausse route si on oppose ça à l'efficacité, à la performance et à ce que j'appellerais, avec d'autres, la qualité du travail. Au fond, le vrai sujet, ce n'est pas la qualité de la vie au travail. Le vrai sujet, c'est la qualité du travail. Là, c'est la qualité, la richesse des tâches. Je vous invite à lire les travaux de mon collègue et ami Yves Clos, qui est professeur de psychologie du travail au CNAM, et qui insiste énormément là-dessus, en disant on a aujourd'hui un discours extraordinairement doloriste sur ce qui, notamment dans les médias, hein, sur ce qui se passe dans la souffrance au travail, les risques psychosociaux, etc. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Hein. C'est sûr que tous les médecins du travail, etc., vous disent qu'il y a un problème. Mais ce problème n'est pas tellement lié à l'environnement du travail. Il est lié au problème du travail lui-même, du contenu du travail et de la qualité du travail. Je cite Yves Clos, santé au travail et efficacité sont reliés de l'intérieur. Les gens ont envie, les gens ont, pour être bien au travail, il faut avoir, il faut faire, pour être bien au travail, il faut faire un travail dont on soit fier.
Il faut faire, et c'est à mon avis, le sujet numéro 1 aujourd'hui, c'est la qualité du travail. Pierre, juste brièvement, est-ce que c'est une particularité française? Le mal-être au travail, est-ce que c'est le travail empêché, c'est la qualité du travail empêché. Est-ce que c'est une problématique plus spécifiquement française? Est-ce que ça peut expliquer les éléments de sondage qu'on a vu tout à l'heure? Peut-être, parce qu'en particulier, ce sujet de la qualité du travail, qui est très très fort quand on écoute vraiment ce que les gens disent, il est très peu présent dans notre système de relations professionnelles. Hein. On parle jamais de ça. Est-ce que les usines de demain, puisqu'on parle de ça, est-ce que les évolutions industrielles, on y viendra après la pause tout à l'heure plus spécifiquement, mais est-ce qu'on peut se dire que peut-être l'évolution, l'importance par exemple de l'optimisation logistique avec les flux dans ces usines qui sont interconnectées, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un réenrichissement des tâches dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une prise de conscience des patrons français sur ce sujet? Je crois qu'on est fasciné, sans doute à juste titre, par le monde artisanal. Pourquoi? Parce que dans le monde artisanal, il y a cette unité qui se fait du métier, de la vie autour, au fond, de la qualité du produit. C'est très difficile à reconstituer dans l'industrie. Hein. Je pense que ça... Mais ça peut se faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être nostalgique de ce modèle du métier et de l'artisanat, mais je sais que beaucoup d'entreprises travaillent là-dessus. Il faut redéfinir quelque chose qui ressemble à des métiers. Parce qu'aujourd'hui, des tâches qui se définissent de manière purement abstraite, qu'on ne peut pas expliquer à ses enfants, ça c'est un problème. Et je pense qu'on peut aujourd'hui, y compris dans des environnements technologiques extrêmement complexes, redéfinir des choses qui... s'apparentent à cette notion un peu historique de métier qui est très importante et qui... à condition de bien comprendre qu'il faut l'articuler, pas seulement sur les conditions externes de la vie au travail, mais sur le contenu même du travail, sur la qualité du travail, c'est-à-dire la qualité du produit. Et la capacité d'être, j'aurais dit, d'avoir une fierté par rapport à ce qu'on produit. Alors c'est difficile parce que souvent on ne voit pas directement ce qu'on produit. Voilà, et ça permet de réconcilier évidemment le regard extérieur, le regard intérieur. Laurent Guez, on va maintenant se tourner vers toi. Laurent, tu es journaliste depuis plus de 20 ans. Tu as travaillé et sévi dans de nombreuses rédactions que je ne cite pas toutes. Aujourd'hui, tu diriges Enjeux Les Échos, qui est un magazine qui s'intéresse d'ailleurs beaucoup à l'entreprise vue de l'intérieur aussi. Mais, et c'est-à-dire, c'est ton principal titre de gloire, pardonne-moi, même si depuis tu as évolué pour cette table ronde, tu as dirigé pendant plusieurs années les rédactions de l'Usine Nouvelle et de Industrie et Technologie. Alors quand même, on a mis en cause tout à l'heure les médias. Quand on ne sait plus quoi faire, on met en cause les médias. Mais enfin, il y a, c'est vrai, peut-être une problématique. Est-ce que les médias ne regardent pas l'usine, l'industrie d'une manière un peu biaisée? Toi qui l'as regardé de si près, de manière forcément si experte et compétente à l'usine Nouvelle, qu'est-ce qu'on peut dire du regard des journalistes par rapport au regard des Français, des opérateurs eux-mêmes, enfin, ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant? C'est sûr qu'il y a un intermédiaire entre l'usine et le public, c'est souvent les médias. Hein, pour la raison qu'on disait, beaucoup de gens ne connaissent pas l'usine. Hein, voilà, c'est un peu le problème. Et puis, s'agissant de la mise en cause des médias, j'ai vachement l'habitude, t'inquiète pas. Pas un dîner, pas un... tout à l'heure, Xavier Fontanet disait, mais je ne vise pas Laurent Guez parce que lui, etc. Je ne veux pas être le bon journaliste non plus, celui qui défend les usines contre tous les autres qui seraient mauvais. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe aussi. Et il y a peut-être aussi une sociologie des journalistes qui sont eux-mêmes dans un secteur qui est en difficulté, qui a du mal à s'adapter. De même que l'industrie subit des révolutions, la nôtre aussi, notre industrie de la presse. Et tout ça fait que les journalistes sont souvent comme les autres. Alors c'est vrai que moi, après, je suis comme vous, ça m'énerve. Ça m'énerve quand je regarde la télévision et qu'on ne voit que les mauvaises nouvelles. Alors ça ne vaut pas que pour l'industrie, hein. Mais ça m'énerve que, par exemple, quand ADS ou Airbus remportent un contrat extraordinaire, il n'y a pas grand-chose sur l'impact industriel même. Hein. Sur l'impact industriel, c'est-à-dire ces usines qui ne savent plus comment fournir, tellement il y a du boulot. Et quand ADS doit faire un plan d'ajustement sur ses activités militaires, il y a tous les médias qui rappliquent. Bon, ça m'énerve. Et pourtant, j'en suis et ça m'énerve quand même. Donc la sociologie fait partie du sujet, à mon avis, des journalistes, en tout cas. Regardez d'ailleurs les images. Les images, vous savez, quand on fait un sujet en télé, avant les idées, le journaliste qui est en charge, il se dit mais qu'est-ce que je vais avoir comme image d'illustration? C'est d'ailleurs souvent ça qui détermine ce qu'on fera le sujet ou non et sa hiérarchie. Y a-t-il des images disponibles? Tu as rappelé que j'avais fait pas mal de trucs, j'ai fait aussi de la télé et on me recalait des idées de sujets, les meilleurs de l'équipe, parce qu'ils me disaient il n'y a rien pour illustrer. Donc, quand on regarde les images d'illustration, c'est intéressant. On a toujours les mêmes images avec des usines qui n'existent pas beaucoup finalement, qui sont parfois périmées. Ou... Voilà, on voit des yaourts sur une chaîne de production, par exemple, parce que c'est joli en plus.
Mais c'est très difficile, et c'est un vrai sujet. C'est très difficile d'illustrer. Pourtant, c'est beau. C'est beau, une usine. Vous en avez parlé, Frédéric Sanchez en a parlé tout à l'heure, il a raison. Et Pierre, qui est à côté... Pierre Gattaz, qui nous a rejoint, ne dira pas le contraire, j'imagine, tout à l'heure, quand on va lui donner la parole. C'est un des meilleurs depuis des années pour raconter comment c'est une usine et comment c'est beau. Xavier Fontanet, il raconte des cathédrales, etc. Attention, on est trop entre nous. On est trop en circuit fermé. Parce que si on prêche des convaincus, ça ne sert pas assez. C'est magnifique, ça se sait pas, et il faut peut-être traiter le sujet comme un business case. Xavier, comment faire pour que les business case, il est resté fabriqué comme un consultant jusqu'à aujourd'hui, un brillant consultant en stratégie. Il faut le voir comme un business case et dire qu'est-ce qu'il peut faire que, au-delà de ceux qui sont déjà les convaincus et qui sont peut-être dans cette salle, on élargisse le cercle et on voit à quel point c'est beau. Donc les patrons, Pierre, ont leur part de responsabilité, à mon avis. Et il faut qu'ils se trouvent peut-être un peu d'imagination pour montrer comme c'est beau, comme c'est intéressant, comme il y a de l'intelligence, comme il y a de l'innovation. On y reviendra peut-être tout à l'heure et tout ça. Se montrer à son avantage, c'est pas toujours facile. Et dans le business case, Xavier, souvent d'habitude c'est moi qui interviewe. Non, c'est toi qui te fais engueuler d'habitude. Peut-être que mettre en avant le problème de la fiscalité, qui est un vrai sujet de fond, c'est pas comme ça peut-être qu'il faut. Voilà, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le faire. Bref. Maintenant, peut-être Philippe, si tu veux, mon expérience de journaliste qui a fait à la fois spécialiste de l'industrie et plus maintenant. Quand on est dans un média spécialisé, puisque tu as rappelé, je dirigeais l'usine Nouvelle et Industrie et Technologie, j'étais convaincu que l'industrie était le centre du monde, que tous ceux qui ne le savaient pas étaient des idiots. Mais j'étais convaincu de ça. C'est le boulot, quoi. On est dedans et on est convaincu que c'est ça le plus intéressant. On a même tendance à dénigrer les services, par exemple, ce qui est idiot. Mais on a tendance à dire, mais il n'y a que ça. C'est là l'aventure la plus intéressante, l'aventure humaine, l'intelligence. On a tous les chiffres qu'il faut d'ailleurs pour illustrer. 90% de l'innovation est faite dans l'industrie. L'exportation, c'est l'industrie, etc., etc., etc. On a tout ce qu'il faut. On a raison. D'abord, on défend son business. Mais moi qui ensuite me suis retrouvé dans un média plus généraliste, j'étais obligé de m'apercevoir. J'en suis même malade, à vrai dire. Parce que quand on change... C'est les confessions de Laurent Guest. Exactement. Quitte à venir, autant dire des trucs... Non, profites-en, ça t'économise une analyse. Et puis là, je suis obligé de m'apercevoir... Quoi ? Je dis profites-en, ça t'économise une analyse. Mettre un truc un mais peu il n'y a plus pas de allongé. divan, je suis vraiment contrarié. Ouais. Je suis obligé de m'apercevoir que c'est moins important que je le pensais dans mon job d'avant. Ce que je dis par moins important, c'est un mauvais mot. C'est relatif. Relativement, ça pèse moins que je le pensais. Est-ce que c'est grave ? Je ne sais pas si c'est grave, parce que c'est déjà formidable, et ça peut se développer, mais c'est peut-être pas le centre du monde. Alors, je modère en même temps ce que je viens de dire, c'est qu'il y a peut-être dans la façon de parler du mot industrie, on peut choisir un champ. Là, ça a été un peu évoqué avant moi. Mais finalement, les gens, ils sont en contact avec l'industrie sans cesse, sans le savoir, ou sans faire le lien avec l'usine. Est-ce que les gens ils pensent usine quand ils utilisent leur smartphone ? Je pense que, c'est pas dans le sondage de l'IFOP, mais je pense que les gens ne font aucun lien entre le fait qu'il y a un objet qui incarne la modernité, qui est truffé de technologie, combinaison de petits objets, voilà. Qui est donc un objet où on pense surtout à l'usage, mais qui est un objet fabriqué dans une usine.
Et justement, c'est aussi ça une usine, que d'assembler des composants d'intelligence. La difficulté, c'est que tout le monde sait qu'ils sont à fabriquer, associés, ces petits objets par C'est pas Falcon grave. en Chine. Et donc, c'est une petite contrariété sur D'abord, l'image radieuse qu'on peut se faire de l'usine en C'est France. pas grave. C'est dans une usine, déjà, les gens ne le pensent même pas, ça, je pense. D'accord. Quand ils s'habillent d'objets de mode, c'est une usine. Quand ils pensent design de mobilier, ce sont des usines, etc. Donc je suis sûr qu'il y a un travail dans le business case que j'évoquais tout à l'heure, qui est déjà, avant de voir où c'est localisé, déjà de refaire le lien entre l'usine et les objets qui nous entourent et que nous aimons. Et je trouve que là, il y a un vrai point, un vrai sujet. Très bien. Et puis il y a sans doute une façon vous avez commencé à le faire, de changer le discours sur l'usine, sur l'industrie. Finalement, l'industrie se tertiarise pas mal. C'est sans doute une des tendances de ces dernières années. Et jamais on a vu les services s'industrialiser autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Xavier disait... Fontanet en parlait, c'est de Google. Hein. C'est de Google, mais même Sodexo, c'est une usine à fournir... voilà encore un objet fabriqué dans une usine. Pierre Veltz, pour relancer l'industrie du micro, les détruit méthodiquement. Non, mais je crois que ça reprend ce que disait tout à l'heure Xavier Fontanet, c'est-à-dire que la frontière, elle est plutôt entre je fixe du capital ou j'en fixe pas. Hein, voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Et puis l'usine, celle du futur, qui est le thème d'aujourd'hui, celle qui est 4.0, comme on dit, celle qui est entièrement connectée, elle est géniale. Alors on en parlera beaucoup après la pause, puisqu'on verra toutes ces innovations technologiques et toutes ces perspectives nouvelles qui se dessinent. Messieurs, on a été rejoints par Pierre Gattaz, qui nous fait l'amitié de venir, quoi qu'il soit, aujourd'hui, évidemment, dans un emploi du temps un peu tendu, qui a un rendez-vous après. Je vais remercier et vous demander de remercier avec moi nos intervenants, Hugues Châtaignier, Jean-Marc Daniel, Xavier Fontanet, Laurent Gaz et Pierre Veltz. Et puis je laisse la parole tout de suite pour accueillir Pierre Gattaz à notre hôte Frédéric Sanchez.